Tout de suite, le grand angle, un voyage dans l'infini de notre univers pour essayer de comprendre ses origines et son évolution avec une grande scientifique, l'astrophysicienne Françoise Combe du Collège de France. Alors bonjour Françoise Combe. Bonjour. Alors ravi de vous accueillir dans le 64 minutes. Vous êtes l'une des plus grandes spécialistes en France et sans doute au monde de notre univers, du cosmos, des galaxies qui nous entourent. Vous avez obtenu de nombreux prix et distinctions, je ne les citerai pas tous, en France et à l'international. Depuis 2014 aussi, vous êtes professeur donc au Collège de France. Je dis en deux mots, c'est un établissement sans doute unique au monde, qui est gratuit, ouvert à tous, sans inscription. Vous y êtes titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie. Vos cours, je le redis, gratuits, ouverts à tout le monde, c'est, je crois, le lundi après-midi. On en parlera tout à l'heure à la fin de cet entretien. Première question, Françoise Combe, pourquoi et comment vous est venue cette passion pour l'univers? En fait, moi, je voulais savoir quelle était l'origine, pourquoi nous sommes là, d'où nous venons, etc. Donc j'ai fait des études de physique. Et juste après, le premier travail de recherche a été justement de savoir ce qui se passait après le Big Bang. Ouais. En fait, on voulait savoir comment la matière s'est créée. Et on pensait à l'époque que la matière et l'antimatière étaient symétriques. Et donc c'est là que j'ai démarré. Alors vous avez parlé du Big Bang. Le Big Bang, c'est, dites-moi si je me trompe, 13 milliards 800 millions d'années? Oui, exactement. Et ça, c'est le début de l'univers, il y a 13,8 milliards d'années. Comment on est sûr de ça? Est-ce que c'est une théorie qui est aujourd'hui incontestée? Elle est incontestée aujourd'hui parce qu'on a le vestige, on a le rayonnement vestige. Pardon, un vestige du Big Bang qui est un rayonnement en micro-ondes, un peu comme dans votre four micro-ondes, en millimètres de longueur d'onde. Et on observe ça tout autour de nous. On a 400 photons par centimètre cube qui nous viennent du Big Bang aujourd'hui. Donc on peut le mesurer tel qu'il était. Enfin, c'est les photons qui nous viennent de cette époque-là. Donc l'univers a éclaté, on pourrait dire, il y a 13 milliards 800 millions d'années. Au départ, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Alors à cette question, ce sont des hypothèses. On n'a pas de preuves, mais on a une théorie qui marche le mieux, c'est l'inflation. C'est-à-dire qu'on pense qu'avant ce Big Bang, il y avait du vide, c'est le vide. Mais le vide en mécanique quantique n'est pas complètement vide. On a des fluctuations d'énergie en plus et en moins, donc en moyenne c'est zéro. Mais si on a une inflation, c'est-à-dire un tout petit espace d'énergie positive qui est en 10-32 secondes, c'est-à-dire vraiment de façon très brève, augmenté à des tailles macroscopiques, un facteur 10 puissance 30, à ce moment-là, on a un univers. Donc l'univers est venu du vide. Alors cet univers dans lequel nous vivons, nous sommes dans la galaxie de la Voie lactée, comme on l'appelle, il est en expansion, ça veut dire que tout le temps, au moment où on se parle, là, l'univers continue à grandir, à se développer? Oui, l'espace est en expansion. Alors on pensait jusqu'à il y a 20 ans à peu près que cette expansion était décélérée, c'est-à-dire qu'elle retombait un peu comme un soufflet grâce à la gravité. Et on a appris il y a 20 ans que cette expansion était accélérée. Donc ça va de plus en plus vite, c'est exponentiel. Et ça va s'arrêter où? Eh bien, ça ne va jamais s'arrêter, c'est-à-dire que l'espace se dilue, va de plus en plus diluer. On va voir de moins en moins de galaxies dans le ciel. Alors, de moins en moins et de plus en plus? De moins en moins. Pourquoi de moins en moins? Parce que l'espace se dilue. Les galaxies s'éloignent de nous avec une vitesse proportionnelle à leur distance. Donc tout s'éloigne, tout s'éloigne. Il faut s'imaginer un ballon, si vous voulez. Les galaxies sont fixes en fait sur le ballon. Le ballon est en expansion. Évidemment, les galaxies s'éloignent, les points s'éloignent. Alors, il y a une théorie qui dit qu'après l'évolution, donc l'expansion du Big Bang, il va y avoir un Big Crunch, c'est-à-dire que peut-être que l'univers va se replier sur lui-même. Est-ce que vous croyez à cette théorie? C'est une théorie alternative qui, pour l'instant, n'est pas vérifiée. Mais en effet, pour l'instant, on extrapole un peu ce que l'on voit aujourd'hui et ce qu'on a mesuré avec une grande précision. Donc, à ce moment-là, l'expansion est vraiment accélérée. Bon, rien ne dit, évidemment, qu'on ne connaît pas tout, puisque l'accélération de l'univers, elle est due à une énergie noire, et on ne connaît pas de quoi est fait cette énergie noire. Donc, finalement, il se peut que, en effet, à un moment donné, mais dans quelques milliards d'années, ça retombe un Big Crunch. Mais pour l'instant, on ne prend pas le chemin. Parce qu'on pourrait imaginer qu'avant le Big Bang, il y ait eu un Big Crunch et qu'en fait, il y ait une sorte de succession comme ça de rebonds de l'univers. Voilà, c'est une alternative d'univers cyclique, mais qui est vraiment une théorie un petit peu marginale, qui n'est développée que par quelques scientifiques par rapport à la Vous n'y croyez pas majorité. Trop? Eh bien, pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Alors, vous avez parlé un petit peu de ce dont est constitué cet univers. Est-ce que, majoritairement, l'univers est constitué de ce qu'on appelle la matière noire, ou sombre, ou transparente? J'ai vu plusieurs mots différents. Oui, c'est la matière dont on ne connaît pas la nature des particules. On pense que ce sont des particules, ils ne sont pas dans le modèle standard de particules. Donc, il faut aller au-delà.
Et on pensait jusqu'à très récemment qu'il s'agissait de particules supersymétriques. C'est-à-dire que par rapport au modèle standard, on a fabriqué tout un autre modèle où chaque particule a son partenaire. Et donc on pensait que ces particules, on allait les trouver dans les accélérateurs comme le CERN. Mais par exemple, quand on voit cette image d'une galaxie, j'imagine, il y a encore, donc ça, ce qu'on voit là n'est qu'une petite partie de la matière qui constitue l'univers. Une toute petite partie. Les étoiles et le gaz, toutes les étoiles, ça fait 0,3%. En fait, on a de la matière ordinaire. C'est difficile à imaginer. Ah oui, ça c'est vraiment un petit peu le sucre glace sur le gâteau, si vous voulez. Et le reste, alors c'est quoi? C'est de l'énergie essentiellement? Alors le reste, il y a aussi de la matière ordinaire, faite d'atomes et de ce que nous sommes faits ici, qui est invisible parce qu'il n'est pas éclairé. Donc ça, on ne sait pas encore tout à fait ce que c'est, mais il y en a beaucoup. Et ensuite, il y a la matière noire qui n'est pas faite d'atomes. Alors on ne sait pas du tout ce que c'est, les particules. Et ensuite, 70%, c'est cette fameuse énergie noire qui accélère l'expansion de l'univers. Alors, est-ce que la matière noire, c'est la même chose que les trous noirs? Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Les trous noirs, il s'agit de... alors, il y a différentes sortes de trous noirs. Il y a des petits trous noirs qui sont la fin de vie d'une étoile. Une étoile massive va exploser en supernovae. Et lorsque la masse est plus grande, le résidu de masse est plus grande que 3 masses solaires, il va s'effondrer et il n'y a rien qui le retient, donc il devient un trou noir. C'est une singularité de l'espace-temps. Et ensuite, il y a aussi d'énormes trous noirs, comme à chaque galaxie, au centre de chaque galaxie, il y a un énorme trou noir. Dans la Voie lactée, il y en a un de 4 millions de masses solaires. Et il y en a de 4 milliards de masses solaires. 4 millions de masses solaires. Voilà. Un trou noir. C'est ce qu'on appelle aussi les quasars ou les quasars. Voilà, les quasars, ce sont les noyaux de galaxies. Et comme ces trous noirs ont une gravité énorme, il suffit qu'ils avalent un petit peu de gaz, un petit peu d'étoiles, et à ce moment-là, ça donne un feu d'artifice qui s'appelle quasar. Alors, on vient de parler de la galaxie, de la nôtre, donc la Voie lactée. Il y a combien de galaxies dans l'univers? Est-ce qu'on le sait? Alors, l'univers est infini, donc certainement, il y a une infinité de galaxies. Mais par contre, nous avons un horizon. Donc, on ne peut pas voir au-delà de l'horizon. Alors cet horizon, il est dû au fait que la vitesse de la lumière, qui nous apporte l'information de ces galaxies, est finie. Elle ne va qu'à 300 km par seconde. Et donc, s'il y a des galaxies au-delà de notre horizon, ils auraient pris plus de temps que 13,8 milliards d'années pour nous parvenir, donc on ne les voit pas. Donc, étant donné que l'univers a commencé... Et donc, on n'est pas tout à fait sûr de l'âge de l'univers. Ah si. L'âge de l'univers, on en est sûr à cause avec plusieurs expériences. Par exemple, lorsqu'on regarde les vestiges de la lumière du Big Bang, et on sait qu'il y a 13,8 milliards d'années. Alors, il y a une théorie que vous défendez, je crois, si j'ai bien compris, c'est que les galaxies, elles interagissent l'une avec l'autre. Expliquez-nous cette interaction des galaxies. Ah oui, les galaxies interagissent par la gravité, simplement, elles sont très massives, et en fait, elles interagissent plus que si elles étaient réparties de façon homogène, parce qu'elles sont dans les filaments cosmiques. L'univers est fait de vide et de régions un peu plus denses. Et donc ces galaxies se trouvent dans les filaments, elles vont se rencontrer à un moment donné. Donc elles interagissent et il y a des interactions de marée qui forment des ponts entre galaxies et des bras de marée. Est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'à nouveau c'est tellement vertigineux, est-ce qu'on peut imaginer que l'univers ce soit une multiplication de notre système solaire? Ou pas du tout? Est-ce que c'est un système solaire tel que celui que nous connaissons, reproduit à l'infini? En fait, il y en a des milliards. Dans la Voie lactée, il est fait d'étoiles. Il y en a 200 milliards d'étoiles. Notre Soleil est une de ces 200 milliards d'étoiles. Et chaque étoile a un système de planètes. On pense qu'il y a beaucoup plus de planètes que d'étoiles dans la Voie lactée. Donc il y aurait 300 milliards de planètes dans la Voie lactée. Alors évidemment, c'est la question que tout le monde se pose. Y a-t-il, sinon de la vie, une autre forme de vie ailleurs dans l'univers? Est-ce que vous y croyez? Moi, j'y crois absolument, parce qu'il y a tellement de possibilités, si vous voulez, puisqu'on a déjà 300 milliards de planètes dans la Voie lactée, il y a 300 milliards de galaxies à l'intérieur de notre horizon, plus d'autres au-delà de notre horizon. Il n'est pas possible que nous soyons les seuls. Oui, mais alors nous, ça ne veut peut-être pas dire exactement ce que sont ces... Je ne sais pas comment il faut les appeler. C'est une forme de vie, on peut dire, différente. Oui, je pense qu'il y aura des formes de vie différentes. Il faut l'imaginer. On voit déjà qu'il y a beaucoup d'espèces animales chez nous, beaucoup de primates qui sont développés sur Terre. On voit que la diversité est très très grande. On a pensé parfois qu'il y aurait une autre façon de faire de la matière organique qu'autour du carbone, puisque nous sommes une matière organique basée autour du carbone. Et on a pensé au silicium. Mais en fait, non. Je pense que non, parce que quand on regarde les molécules dans le milieu interstellaire, eh bien, elles sont toutes autour du carbone. Même, on va près du Big Bang, et on retrouve toujours les mêmes molécules. Donc, il y a du carbone, il y en a partout. Il y en a partout. Vous croyez en Dieu?
Ça, c'est une question pas scientifique, mais je pense je vais poser ma question autrement. Est-ce que l'univers, pour vous, c'est que de la physique et de la chimie? Pour l'instant, oui, c'est notre travail. Nous, on le regarde d'un point de vue scientifique. Donc, la foi, c'est autre chose. C'est une autre dimension, je dirais. Mais quand on est scientifique, on s'affranchit de la foi. Ouais. La rencontre du troisième type, vous n'y croyez pas? Non, je pense qu'il sera du bon type. Alors, l'exploration de l'espace, ce sera ma dernière question. Aller sur la Lune, aller sur Mars, poser des petits engins sur des comètes. Est-ce que c'est important? Est-ce que l'homme doit connaître l'environnement Ah oui, oui, je pense spatial? que c'est très, très important. Surtout quand on envoie des robots. Par exemple, sur Mars, on envoie des robots pour faire Plus que des hommes? Je pense que les hommes, c'est très dangereux. Et finalement, on fait beaucoup mieux avec moins de budget avec des robots que des hommes. Et les hommes, bon, lorsqu'il y a une catastrophe, c'est quand même dramatique. Lorsque si un robot tombe dans l'espace interstellaire, on ne va pas pleurer beaucoup, on va envoyer un autre robot. Donc je pense qu'on apprend beaucoup plus avec les robots. Alors évidemment, ça fait rêver d'envoyer des hommes, etc. Mais ça va être très très difficile d'envoyer des hommes sur Mars. La Lune, c'est la banlieue. On y va, c'est un petit saut. Tandis que Mars, c'est très très compliqué. Et je pense qu'avec les robots, on a encore beaucoup à faire. Oui, je disais, des sujets vertigineux, et pour tous ceux que ça intéresse, pour ceux qui ont la chance de passer par Paris ou qui y habitent, je rappelle que votre prochain cours, je crois que c'est le 19 novembre, et ce sera un cours justement sur les amas de galaxies, donc un peu le sujet dont on vient de parler. Et je rappelle aussi le site du Collège de France, c'est très simple, c'est collège-de-france-tout-attaché.fr. Merci beaucoup Françoise Combe d'être venue nous parler de l'univers, de nous avoir fait rêver quelques minutes. Merci beaucoup.